Je pense qu'il faut que j'arrête déjà ça. OK, non, c'est bon. Déjà, l'enregistrement est court et on va essayer de reprendre à partir du slide 25. Dans ce cas-là, off. Est-ce que vous avez fait le TP cette semaine ou pas encore? Oui. 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 Oui, oui. Vous avez fait jusqu'à quel exercice? Exercice 3? Non, tous. Enfin, Oui. il y en a qui ont tout fait. On a Il y en tout a qui fait n'ont pas tout fait. normalement. Tous Mais on jusqu'au n'a pas 6. encore vu le temps que pour tout ça, toutes les boucles itératives. Oui, mais en TP, ils nous l'ont introduit D'accord, OK. en pseudocode. Il y en a qui n'ont D'accord. rien fait. D'accord, ça dépend des groupes. J'ai demandé pour ceux qui arrivent à avancer à faire déjà, à présenter aux étudiants donc ces exercices-là. Donc ça a été ou non? Oh, bon, OK, on va essayer de revenir sur ces structures, ces boucles itératives. Donc là, déjà, on va essayer de lire ensemble. Qui pourra faire cet exercice avec moi? Allez, on choisit un aléatoirement. Bon, qui veut faire avec moi? Bon, c'est pas grave, allez. Donc, ici, le nom de l'algorithme, c'est PRIPIN. On a un ensemble de variables. On a nom qui est une chaîne de caractères, NB qui est un entier, PRX, MTT, REM qui sont des réels, et on a une constante qui est TX1 égale à 0,1. Donc, on a dit qu'on va délimiter un algorithme par un début et un fin. Donc, la première instruction, c'est elle permet d'afficher le prix. Donc, on a dit lorsqu'on met du texte entre deux étoiles, ça veut dire quoi ça? C'est un commentaire. Donc, ici, on a rajouté un commentaire, c'est calcul d'une remise client qui permet d'expliquer l'instruction suivante. Donc, l'instruction suivante, c'est afficher prix avec un point d'interrogation. C'est pour demander à l'utilisateur de saisir le prix. Donc, ici, c'est un message qui sera affiché à l'écran. On a pu mettre veuillez rentrer, s'il vous plaît, le prix, par exemple. On a pu, chacun, il choisit le texte qui lui convient. Ensuite, on a saisi on a fait saisir PRX, c'est-à-dire que ce qui sera saisi par l'utilisateur sera stocké dans une variable qui s'appelle PRX. Ensuite, on a un deuxième affichage qui est nombre, point d'exclamation. On va saisir donc une deuxième variable qui sera stockée dans MB. On va calculer dans MTT, qui est normalement le montant, PRX fois MB, pour savoir c'est quoi le nombre total des prix des pains qu'on va acheter. Ensuite, on aura une structure conditionnelle si, alors, fin si. Donc, si MTT est strictement supérieur à 1000, dans ce cas-là, REM, elle va stocker le MTT fois le TX1. D'accord? Donc, si cette condition elle est validée, c'est-à-dire que le MTT il est supérieur à 1000, l'utilisateur ou le client, il va bénéficier d'une réduction qui est MTT fois le TX1. Donc, tout ça sera sauvegardé dans une variable REM, c'est-à-dire dans le cas où MTT elle n'est pas strictement supérieure à 1000, on ne va pas exécuter ce REM. Est-ce que c'est clair? Une fois que c'est fait, on fait afficher, on va afficher un message à l'écran, montant de la remise, deux points, virgule, REM. Ce que j'ai expliqué la semaine dernière, lorsqu'on fait afficher, on peut afficher deux choses, soit du texte, soit le contenu de certaines variables. Donc ici, ce qu'on a fait, on a affiché une partie du texte plus le contenu de certaines variables. Donc, tout ce qui est du texte, c'est entre deux guillemets. Et lorsqu'on veut rajouter aussi le contenu de certaines variables, on rajoute une virgule et après, on met le nom de la variable. Donc, ici, afficher, montant de la remise, virgule, REM. Est-ce que c'est clair? Oui.
Ensuite, donc on va voir une autre deuxième version de l'algorithme, là où on utilise la structure alternative. C'est quoi la structure alternative? La structure alternative, c'est on souhaite tester une condition et son inverse. D'accord? Donc ici, bon, on a exactement le même algorithme avec les mêmes variables, les mêmes constants. On a rajouté deux constantes ici. La différence par rapport à la version 1 qu'on a vue dans le slide précédent, c'est que ici, on va considérer deux constantes, tx1 qui est égal à 0,1 et tx2 qui est égal à 0,05. D'accord? Donc, on va afficher le prix, on va afficher un message pour demander le prix, saisir ce prix dans la variable PRX, on va demander d'afficher le nombre et sauvegarder ça dans MB, on va calculer MTT. Donc, si ce MTT est strictement supérieur à 2000, dans ce cas-là, on va calculer une réduction. Donc, ici, la réduction, ça se passe en fonction du montant qu'on a. Donc, il y a une réduction qui est plus importante si le client il achète plus que 2000, d'accord, et une réduction moins importante si le client il achète à moins de 2000. Donc, si lui, il devra payer un montant qui est supérieur à 2000, on va lui faire une réduction de 0,1. Dans le cas contraire, si son montant il est inférieur à 2000, dans ce cas-là, on va lui faire une réduction de 0,05. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ensuite, on va afficher montant. On peut aussi afficher REM. Donc, on peut écrire afficher. On ouvre les deux guillemets, montant de points. Donc, ça, c'est du texte, virgule MTT, virgule. Et on ouvre encore deux guillemets. On va mettre et la réduction est égale. On ferme les deux guillemets. On met une virgule et ensuite, on met REM. Est-ce que c'est clair? Qui a des questions? OK. Donc, je passe à une autre type de structure, c'est la structure de choix. D'accord? Donc, une structure de choix, c'est-à-dire si on a une expression, une variable, et selon les possibles valeurs de cette expression, on pourra faire différents types d'actions. D'accord? C'est-à-dire selon l'âge de l'utilisateur, je donne un exemple, selon l'âge de l'utilisateur, faire, si son âge il est entre, on choisit par exemple si son âge il est inférieur à 10, dans ce cas-là, on va lui tourner un certain type de programme à la télé. Il aura droit uniquement à des dessins animés. Si son âge il est entre 10 et 20, il aura le droit à regarder aussi des documentaires. Si son âge est strictement supérieur à 20, il aura accès à toutes les chaînes télévisées qu'on a. D'accord? Sinon, dans le cas contraire, on ne fait rien par défaut. Par exemple, on ne donne pas l'accès. Est-ce que c'est clair? Donc, selon le contenu d'une variable, faire, on aura une possibilité d'une valeur égale à 1, valeur égale à 2, jusqu'à valeur égale à n. Sinon, on fait une action par défaut. Est-ce que c'est clair? Mais en fait, c'est du si, quoi. C'est la structure si, selon. Si on le fait avec soit une seule condition, soit deux conditions, c'est-à-dire une condition et son inverse. Alors que ici, selon, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de valeur avec l'action par défaut qui est l'inverse de toutes ces valeurs. Donc ici, on aura plus de possibilités et de valeurs à tester. Est-ce que c'est clair? Je pense Oui, qu'on aura un exemple.
Non, on n'a pas d'exemple. On va voir ça dans le TP. On aura des exemples avec ce long et surtout après dans Python, lorsqu'on va faire la traduction avec Python, lorsqu'on va voir c'est quoi l'équivalent de ce long d'une structure de choix en Python, on va voir mieux la différence. D'accord? Ensuite, on va commencer à voir les structures itératives. C'est quoi une structure itérative? C'est-à-dire qu'on a un traitement qui sera répété n fois, un certain nombre de fois. Et donc, pour ça, au lieu d'écrire, par exemple, on souhaite afficher un message bonjour, d'accord? Et on souhaite afficher ce message 10 fois. Au lieu de faire afficher bonjour, afficher bonjour, afficher bonjour 10 fois, on va plutôt utiliser une structure itérative qui va nous permettre de répéter ce afficher bonjour 10 fois. D'accord? Donc, l'une des structures itératives, parce qu'on a différents types de structures itératives, c'est la structure tant que, fin tant que. Donc, cette structure, elle permet la répétition d'une ou plusieurs actions tant que la condition est satisfaite. D'accord? C'est-à-dire que tant que la condition satisfaite, on va répéter un certain nombre de traitements ou d'instructions. Est-ce qu'on sait à l'avance le nombre de fois qu'on va répéter ces actions avec, avec cette structure selon vous? Non. Non, on ne sait pas à l'avance parce que tant que la condition est satisfaite, on continue. C'est-à-dire que certainement, à l'intérieur de ces actions, pour pouvoir sortir de cette boucle tant que, il faudra absolument avoir un changement. On va changer cette condition. Il y aura une action qui va permettre de changer cette condition pour pouvoir sortir du fin tant que. D'accord? Sinon, ça sera une boucle infinie. Est-ce que c'est clair? Donc, tant que la condition, est-ce que j'aurai un exemple? Oui, j'aurai un exemple et ça, c'est une bonne chose. OK, donc, on va vérifier donc tant que condition. Ça, tout ce qui est en bleu, c'est de pseudocode, c'est du syntaxe. Ça ne change pas lorsqu'on écrit un algorithme. Tout ce qui est en noir, c'est ça c'est ce que vous allez écrire, d'accord, selon votre programme informatique. Donc, tant que condition faire, donc, teste si la condition est vérifiée. Si c'est le cas, donc on va exécuter l'ensemble d'actions ou d'instructions qui sont entre le tant que et le fin tant que. Dans le cas contraire, l'algorithme se poursuit après la boucle structure. Donc, imaginons que ici, cette condition n'est pas vérifiée, on ne va jamais rentrer dans la boucle tant que et on va juste dans l'exécution, on passe directement à l'instruction qui est juste après le fin tant que. Est-ce que c'est clair? Parce que ça sera une partie dans un algorithme, oui ou non? Donc, on va imaginer l'exécution comme si on a un compilateur. Donc, on va exécuter donc, instruction par instruction dans l'ordre de l'algorithme. On arrive à tant que, on teste la condition vérifiée, on rentre, on va exécuter les actions et on reteste. Si ce n'est pas le cas, on va juste sauter au fin tant que. OK, on va voir un exemple. J'espère que ça sera plus clair. Donc, ici, on va demander à l'utilisateur de... Déjà, vous allez voir dans... OK. Donc, ici, on va demander à l'utilisateur, voulez-vous calculer une facture, oui ou non? D'accord? Donc, l'utilisateur, il va saisir soit oui, soit non. D'accord? Donc, tant que la réponse de l'utilisateur est un oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement exécuter, c'est l'ensemble d'instructions qui sont entre le tant que et le fin tant que. Dans le cas où l'utilisateur ne veut pas calculer une facture, donc il a saisi dans non, qui sera stocké dans REP. Donc ici, tant que cette est-ce que REP est égal à oui?
Imaginons que l'utilisateur, on a affiché un message à l'utilisateur, voulez-vous calculer une facture? Oui ou non? Et après, l'utilisateur, il a saisi non. D'accord? On passe à l'instruction tant que REP égale à oui, faire. Est-ce que REP est égal à oui? Non. Est-ce que ce test-là, il va donner true? C'est-à-dire, est-ce que ce test-là, il va donner vrai? Parce que toute condition, elle sera évaluée à une valeur qui est égale à vrai ou bien faux. Par exemple, en Python, on l'appelle true et false. Est-ce que cette condition, elle sera validée à un vrai? Bah, Non. si on met réponse non, non. Si l'utilisateur il a saisi non, donc dans ce cas-là, la condition n'est pas vérifiée et donc on ne va pas exécuter l'ensemble d'instructions qui sont dans le temps que. D'accord? Imaginons que l'utilisateur maintenant il a saisi oui. Qu'est-ce qui se passe? On va afficher un message prix, on va saisir PRX, on va afficher nombre, on va saisir NMB, on va calculer montant, on va vérifier que MTT il est strictement supérieur à 2000, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec la condition alternative de si, sinon. On va calculer ensuite le montant moins la réduction, d'accord? Une fois qu'on a calculé donc le nouveau montant après la réduction, on va afficher, on va demander à l'utilisateur s'il souhaite une autre facture parce que celle-là, c'est bon, on a calculé, on sait combien l'utilisateur il va saisir. Donc l'utilisateur, il va donner une réponse. Donc, il va dire s'il souhaite faire une deuxième facture ou une troisième facture. D'accord? Tant que la réponse REP est toujours égale à oui, on va reboucler. Ça s'appelle une boucle, ça s'appelle une structure itérative. C'est-à-dire que toujours on vérifie la condition. Donc ici, voulez-vous une autre facture? Imaginons que l'utilisateur il a saisi dans REP oui. Donc, tant que REP est égal à oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Refaire le même traitement. Donc, on refait toutes les instructions dans le temps que. À la fin de ces instructions à l'intérieur du temps que, on va demander à l'utilisateur, voulez-vous une autre facture? Donc, imaginons que maintenant, l'utilisateur, il a dit non. D'accord, c'est bon. Lui, il ne veut pas calculer d'autres factures. Donc, on va saisir dans REP non. Tant que REP égale à oui, est-ce que REP dans ce cas-là est égal à oui? Oui ou non? Je ne vous entends pas. Non. Non, l'utilisateur, il a saisi dans la dernière saisie, il a dit non, c'est pas vrai. Donc, dans ce cas-là, on va passer juste après le fin tant que. Ici, dans notre algorithme, il n'y a rien après le fin tant que, c'est la fin de l'algorithme. Donc, c'est terminé. Mais imaginons qu'il y a un message qui dit affiché, algorithme est terminé ou programme est terminé. Il y aura un message qui est programme est terminé et ça sera la fin de notre programme informatique. C'est clair? Ariane, on est Oui, obligé de mettre faire après tant que. oui. Dans le syntaxe, la convention qu'on utilise, il faut respecter exactement le pseudocode, qui est tout ce qui est en bleu. D'accord? D'accord, merci. Et c'est comme je l'ai expliqué la semaine dernière, si vous regardez les livres d'algorithmique, il y a différentes écoles et donc c'est un peu différent. Par exemple, il y a certains qui vont dire afficher pour afficher un message. Dans d'autres, ils vont plutôt utiliser écrire. D'accord? Nous, on va plutôt rester sur ce syntaxe-là. OK, donc ça, c'est la première boucle itérative. Maintenant, on va voir une autre structure itérative. C'est quoi une structure itérative? C'est-à-dire il y a une boucle, c'est-à-dire que le traitement, il sera répété un certain nombre de fois. D'accord? Donc, dans cette structure itérative qui s'appelle répéter jusqu'à. Donc, elle permet la répétition d'une ou plusieurs actions, d'accord, jusqu'à la satisfaction d'une condition. D'accord? J'ai une question. Ici, c'est quoi avec le temps que? C'est quoi le nombre minimal d'actions qui peuvent être exécutées? Le nombre, il est compris entre quelle valeur et quelle valeur, avec un temps que, faire, fin temps que.
avec la structure tant que, le nombre, il est compris entre quelle valeur et quelle valeur, le nombre d'itérations qu'on pourra exécuter. Autant Il y a qu'on pas... veut. Non, c'est pas autant qu'on veut. Donc, À il est 2, non, entre oui et non, non? entre 0 et n. Oui, voilà. Parce que dans le cas où la condition, elle n'est pas vérifiée, on ne va jamais rentrer dans la boucle. Donc, c'est dès le départ. Imaginons ici que dès le départ, l'utilisateur, il va choisir un nom. Dans ce cas-là, on ne va jamais calculer de facture. On ne va jamais rentrer dans les instructions. On ne va jamais exécuter les instructions de la boucle tant que. Donc c'est infini. Non, de 0 à n, à l'infini, oui. Mais le plus important, parce que toujours, c'est du moment où c'est itératif, on peut l'exécuter n fois. Mais le plus important, et ce qui va changer d'une structure itérative à une autre, plutôt, c'est quoi le nombre minimal. D'accord? Donc, le nombre minimal ici qu'on peut avoir, c'est un 0. Par contre, dans la structure suivante qui est répétée jusqu'à, on va voir que c'est un peu différent parce qu'on peut répéter, il faut faire exécuter le traitement au moins une fois, de une à plusieurs fois. Donc ici, répéter, qu'est-ce qu'on va répéter? On va répéter un ensemble d'actions jusqu'à une condition. C'est-à-dire que la vérification de la condition, elle se fait après l'exécution des actions. C'est-à-dire qu'on peut, même la condition, elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas juste, elle n'est pas validée. On va exécuter quand même l'ensemble d'actions pour la première itération. Parce que ici, ce qui change, tant que on vérifie au début la condition. Alors que pour un répété jusqu'à, la condition est vérifiée après l'exécution des actions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la différence entre les deux est claire? Non, pas pour moi. D'accord. Donc, dans la structure itérative, tant que une condition, c'est là qu'on vient de voir, tant que la condition est vraie, on va faire un ensemble de traitements. Toujours avec cette structure itérative, on va vérifier la condition. On va vérifier, par exemple, dans ce programme-là, on va vérifier que REP est égal à oui. Si REP est égal à oui, on va exécuter tout ce qui est après le faire et entre le tant que et le fin tant que. Dans le cas où REP est égal à non, dans ce cas-là, on ne va pas exécuter tout ce qui est après le faire. C'est comme en français, tant que cette condition-là, elle est vraie, je fais ce traitement. Du moment où cette condition, elle n'est pas vraie, bah, j'arrête. Oui ou non? D'accord, oui. D'accord? Donc, la condition, elle est vérifiée avant l'exécution des instructions. À la différence de l'instruction répétée jusqu'à, parce qu'il faut au moins exécuter ces ensembles d'actions une fois et après on vérifie la condition. Si la condition, si la condition elle est donc jusqu'à une certaine condition, si la condition cette fois-ci on va vérifier l'inverse. Jusqu'à une condition, donc on va répéter jusqu'à par exemple âge il est strictement inférieur à 10. C'est-à-dire ici c'est la négation. Si on va traduire le temps que avec un répété jusqu'à, on va mettre l'opposé de la condition qu'on a utilisée. Parce que ici, on va répéter jusqu'à l'opposé de la condition qui doit être vérifiée. Est-ce que c'est clair? Oui, Je oui. pense qu'on pourra avoir un exemple. Et avec un exemple, ça sera un petit peu plus facile. D'accord. OK. Donc, ici, on va écrire
le même code qu'on voit tout à l'heure, pour éditer des factures, mais cette fois-ci, on va utiliser la structure répétée pour voir la différence avec le temps que. Donc, on va répéter la saisie du prix, la saisie du nombre, le calcul du montant, le calcul de la réduction. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur s'il souhaite une autre facture. D'accord? Donc, on va choisir, on va saisir cette réponse-là et on va répéter l'édition de cette facture jusqu'à ce que sa réponse, elle sera égale à non. Vous voyez tout à l'heure, tant que sa réponse est égale à un oui, on fait le traitement. Vous voyez ici, tant que la réponse de l'utilisateur est égale à un oui, on fait le traitement. Alors qu'avec un répéter jusqu'à, on va plutôt répéter jusqu'à ce que sa réponse est égale à non. Donc, c'est l'inverse. C'est l'inverse de la condition qui doit être vérifiée pour sortir de la boucle répéter jusqu'à. Est-ce que c'est clair Oui, oui. pour tout le monde? Oui. D'accord? Donc, tant que la condition est égale à vrai, on va faire un ensemble de traitements. Et lorsqu'on va faire répéter, ça sera jusqu'à la condition, elle ne sera pas vraie, elle ne sera pas validée. Lorsqu'elle ne sera pas validée, on sort. Donc, ici, on va répéter l'édition de la facture jusqu'à ce que la réponse de l'utilisateur est égale à un non. D'accord? Maintenant, on va voir une autre boucle. Donc, jusqu'à ici, les deux structures qu'on a vues, est-ce qu'on connaît à l'avance le nombre de fois maximal ou qui pourra être exécuté pour un certain traitement? Non. Non, on ne connaît pas à l'avance. D'accord? On sait que pour la structure tant que le traitement il sera exécuté un certain nombre de fois. Il peut aussi ne pas être exécuté du tout, d'accord, si la condition au début elle n'est pas vérifiée. Dans le cas de répéter jusqu'à, il faut que le traitement il sera exécuté au moins une fois. D'accord? Là, maintenant, c'est complètement différent. On va répéter un certain nombre de fois, mais on connaît à l'avance le nombre de fois qu'on va exécuter notre traitement. C'est-à-dire que notre traitement, il sera exécuté d'un nombre minimal à un nombre maximal. C'est-à-dire que le nombre de fois est déterminé. D'accord? On connaît que le traitement, il faut l'exécuter 5 fois, 10 fois. Dans les deux premières structures itératives qu'on a vues, on ne connaît pas à l'avance le nombre de fois que notre algorithme il sera exécuté. D'accord? Donc ici, par exemple, on souhaite écrire un message de bonjour 3 fois. Donc, on sait à l'avance le nombre de fois que le traitement il sera exécuté. Donc, par exemple, pour cette structure-là, le syntaxe est pour et on va déclarer un compteur. D'accord? Donc, comme je l'ai expliqué, tout ce qui est en noir, c'est à vous de choisir la valeur qui vous convient. Donc, pour compteur allant d'un nombre minimal à un nombre maximal, faire. Donc, on peut faire aussi pour, par exemple, on peut faire pour i allant de 0 à 5. On peut faire pour j allant de 1 à 19, faire. Et après, on va faire un nombre d'actions fin pour. Est-ce que c'est clair? Donc, cette structure, elle permet de compter le nombre de répétitions de l'action. Lorsque le nombre voulu de répétitions est atteint, l'algorithme se poursuit après la boucle structure. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Donc là, on va voir, par exemple, on sait à l'avance, on a 10 factures à éditer. D'accord? On va essayer d'éditer, on va éditer 10 fois notre facture. Dans ce cas-là, on va déclarer un compteur. Moi, ici, on a gardé le mot compteur. Vous pouvez dire pour I, pour J, pour A, B, C, pour compte 25. Donc ça, c'est à vous de choisir un identificateur de votre compteur.
D'accord? Donc, pour ce compteur, allant de 1 à MB fact faire. Donc, on a demandé à l'utilisateur, dans l'instruction précédente, de saisir le nombre de factures qu'il souhaite éditer. On a sauvegardé ça dans une variable qui s'appelle MB fact. Donc, pour compteur allant de 1 à MB fact faire, on va faire tout le traitement et donc, ça sera exécuté MB fois. D'accord? Comment ça se passe l'exécution de cet algorithme? Donc, est-ce que j'ai fait que... Non, j'ai rien fait. OK, bon, c'est pas grave. Donc, ici, comment ça se passe réellement? Ce que vous devez imaginer lorsque vous exécutez ce traitement. Donc, ici, pour compteur allant de 1 à MB faire, donc, la première fois, compteur est égal à 1. Donc, on va exécuter tout ça. On arrive à fin pour, on reboucle. D'accord? Donc, on va comparer compteur à MBFact. Donc, imaginons que MBFact égale à 5. Donc, on va faire pour compteur allant de 1 à 5 faire. D'accord? Donc, on a dit que compteur la première fois est égal à 1. Donc, on arrive, on reboucle. Lorsqu'on arrive à fin pour, on reboucle. Est-ce qu'on atteint est-ce que notre compteur est égal à 5? Non, pas encore. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le compteur. Donc, compteur, il devient égal à 2. On va exécuter toutes les instructions. On arrive à fin pour, on reboucle. Est-ce que compteur qui est égal à 2, est-ce que 2 est égal à MB à 5? Non, pas encore. Donc, dans ce cas-là, on va incrémenter encore une fois. Donc, compteur, il devient égal à 3. Compteur est égal à 3, on exécute ce traitement, on arrive à fin pour, on reboucle. Est-ce que compteur qui est égal à 3, il a atteint le MBFact qui est égal à 5? Non, pas encore. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement incrémenter. Donc, on arrive à compteur égal à 5, à 4. On fait la même chose. On arrive à compteur égal à 5. 5, donc ici, on a arrivé à MBFact qui est égal à 5. Donc, on arrête le traitement et on va juste sauter à fin. Est-ce que c'est clair? Donc, pourquoi on dit compteur? Parce qu'on va l'incrémenter. Le mot compteur, c'est parce que cette variable-là, elle sera incrémentée. Elle va prendre toutes les valeurs entières qui sont entre min et max. Min, ici, c'est 1 et le max, c'est le MBFact. Est-ce que c'est clair? On va voir un exemple. Bon, allez. Donc, ici, on va voir OK, une autre, OK. Ce n'est pas une structure, mais c'est un type de variable qu'on va l'utiliser assez souvent. Vous allez voir, lorsqu'on écrit des algorithmes informatiques ou du code informatique, ça s'appelle les variables cumulatives. Pourquoi elles s'appellent variables cumulatives? Ce sont des variables qui permettent de cumuler des valeurs calculées dans la boucle ou encore pour dénombrer le nombre de passages. D'accord? Donc, c'est une variable qui nous permet, qui sera incrémentée certainement dans notre traitement et qui va permettre de cumuler des valeurs calculées. D'accord? Ça, c'est le plus simple. On va voir un exemple. Donc, ici, voulez-vous afficher, on va afficher un message à l'utilisateur pour savoir s'il souhaite calculer une facture, oui ou non. On va saisir ça dans une variable REP. On va faire NB flèche égale à 0. Comment ça s'appelle ça? MB flèche 0. Et à quoi ça sert de faire MB flèche 0? Et une assignation. C'est une assignation ou bien c'est une affectation. Donc, on va déclarer une variable qui s'appelle MB et cette variable-là, on va l'initialiser et lui affecter une valeur qui est égale à 0. On va faire la même chose pour une variable qui s'appelle MTTT-OT, d'accord? Donc, tant que la réponse de l'utilisateur est un oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le prix, saisir le prix, afficher nombre, saisir nombre. On va calculer le MTT et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va MB reçoit MB plus 1. Ça s'appelle une incrémentation.
on a incrémenté NB. C'est-à-dire que la nouvelle valeur de MB est égale à l'ancienne valeur plus 1. Et donc, MB, ça s'appelle une variable cumulative parce qu'elle va cumuler des valeurs. Est-ce que MTT c'est... aussi, c'est une variable cumulative. Oui. La D'accord. première, elle permet, c'est avec une simple incrémentation, d'accord? C'est comme un compteur qu'on va l'incrémenter. La deuxième, MTT-OT, elle va prendre l'ancienne valeur de MTT-OT et on va lui rajouter le nouveau montant. Imaginons ici, on a un client qui va saisir, qui va plutôt éditer 5 factures. Donc, lui, il va acheter 5 types de produits et pour chaque produit, on va faire une facture. D'accord? Donc, on va lui calculer dans cette variable cumulative MTT-OT, on va lui calculer c'est quoi le montant total de toutes les factures qu'il a éditées. Et donc, on va savoir c'est quoi le nombre total des factures et plus le montant total. D'accord? Donc, dans MB, on incrémente à chaque fois, ce sera l'ancien MB plus 1. Donc, c'est comme un compteur qui sera incrémenté dans le temps. Et MTT-OT, ça sera l'ancien montant plus le montant qui est dans la facture I. Est-ce que c'est clair? Donc, on va afficher autre facture, oui ou non. Si l'utilisateur il va saisir oui, dans ce cas-là, la réponse est toujours égale à oui et donc on va reboucler. Donc, lorsqu'on fait le test, tant que RP égale à oui, ça sera toujours vrai. Donc, on va recalculer. MB, il sera incrémenté et MTT-OT, il sera aussi c'est une façon de l'incrémenter. Donc, on va juste cumuler le nouveau montant. Une fois que l'utilisateur il a terminé la saisie de toutes ces factures, lorsqu'on va lui afficher autre facture, point d'interrogation, oui, non, il va saisir non. Dans ce cas-là, on va sortir du temps que. On sort du temps que, on va afficher un message, montant total des, on précise le nombre de factures qu'il a saisies et leur montant. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour tout le Madame, monde. il y a une question dans le chat. Oui. Dites-moi c'est quoi, parce que moi j'ai plusieurs fenêtres, je ne peux pas ouvrir encore d'autres. Il y a un élève qui demande ça sert à quoi d'initialiser nombre si on demande nombre juste après? Mais on ne demande pas un nombre juste après. Bah, saisir nombre, Ah justement, oui. en fait. OK. En fait, ici j'ai dû utiliser deux variables. OK. OK, 2 secondes. Je vois c'est quoi le problème. Euh, En fait, ici, on a dû utiliser plutôt. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Du coup, c'est saisir NBR. Oui. En fait, ici, il y a deux variables. Ici, nombre qui est MB, c'est tout simplement une variable qui sera utilisée pour calculer le nombre, par exemple, de pains, le nombre de baguettes, le nombre, etc. Alors que MBR, c'est un compteur qu'on va utiliser pour stocker le nombre de factures. Donc oui, ici, il y a une petite faute. D'accord, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas la même variable. C'est deux variables différentes qui servent à faire deux choses différentes. La première, MBR, c'est notre compteur, et MB, c'est simplement un nombre de produits qui seront stockés ou d'un produit qu'on va acheter. Est-ce que c'est Bah, clair? du coup, vous modifierez le diapo sur, enfin, sur Eprel. C'est pas grave, c'est pas grave. Les gens, ils sont pas bêtes, ils sont capables de comprendre. Si vous avez compris, ne vous inquiétez pas pour les autres, ils sont capables de comprendre. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Donc, on va passer maintenant à notre premier cours. OK, donc là, on passe cours 1 Python et là,
déjà, nous sommes en retard. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc, le premier cours, il nous a servi de voir comment écrire un algorithme informatique. D'accord. Donc, on va essayer de continuer dans cette approche pendant les premières séances de TD, c'est-à-dire écrire l'algorithme, puis le traduire. D'accord. Donc là, ce sera la première séance où on va voir le langage Python. D'accord. Donc, on va essayer. Donc, l'objectif maintenant, une fois qu'on a bien maîtrisé comment on écrit un algorithme informatique, c'est le traduire dans un langage de programmation. Et le langage de programmation qu'on va apprendre pendant ce cours, c'est le langage Python. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez apprendre le syntaxe d'un autre langage dans les années à venir ou autre, vous allez prendre votre algorithme et pouvoir le traduire avec le syntaxe du langage correspondant. D'accord? Donc, le langage Python, il a été créé en 1989 par Guido van Rossum aux Pays-Bas. Donc, le nom Python, il vient d'un hommage à la série télévisée Monty Python Flying Circle, dont J.V. van Rossum est un fan. Donc, la première version publique de ce langage, elle a été publiée en 1991 et la dernière version de Python, c'est la version 3. D'accord? Lorsqu'on a fait les installations Python, on a installé la version, par exemple, 3.6 ou 3.7. Donc, c'est une des versions Python, d'accord? Donc, la dernière aujourd'hui version de Python, c'est la version 3 avec des sous-versions. D'accord? Donc, si on regarde le syntaxe de Python entre les différentes versions, on pourra voir une petite différence. D'accord? Vous allez voir, par exemple, parfois, vous allez chercher sur Google un syntaxe pour faire un certain type de traitement. Si vous trompez, vous ne choisissez pas la bonne version. D'accord? Vous pouvez avoir des messages d'erreur. C'est simplement parce que la version, elle a évalué et le syntaxe, il a légèrement changé. D'accord. Donc, Python, c'est un langage script. Donc, c'est tout comme Perl, TSL, REX. Python fait partie des langages script interprétés, contrairement à Java ou C ou C++, qui sont des langages compilés. D'accord? On a vu pendant le premier cours qu'il y a des langages compilés et des langages interprétés. Donc, Python, c'est un langage interprété. Et donc, dans ce cas-là, à quoi ça sert? On pourra l'utiliser, on pourra écrire du code avec Python pour faire quel type de programme. Je l'ai expliqué en fait ça. Alors, Henri ou Alexandre. Donc, on a dit que les On fait des langages, tests. ce n'est pas des tests, c'est pour faire des prototypes. Lorsqu'on va écrire la première version d'un programme informatique, on va créer un prototype. D'accord? Une fois que nous sommes satisfaits avec le prototype, etc., on va le traduire avec un langage compilé pour créer une version qui sera commercialisable. D'accord? Donc, au début, on souhaite exécuter les codes assez rapidement. Donc, c'est du versionning, on pourra l'appeler ça aussi comme ça. Donc, pour la première fois, aller très vite dans le code, etc., parce qu'on souhaite tester plein de choses, aller trop vite pour voir si ça marche, si on va réussir à avoir quelque chose. On utilise Python. Python aussi est très utilisé dans tout ce qui est apprentissage. D'accord? Lorsqu'on souhaite apprendre comme aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre les bases de la programmation, tout ça. Donc, Python, c'est parfait pour commencer à le faire. Aussi, c'est un langage qui est très utilisé aujourd'hui par les data scientists. Donc, pour les étudiants, par exemple, qui vont faire avec moi à la 3e année, l'option intelligence artificielle, on va faire tout le code avec du Python.
D'accord? Donc, d'accord, c'est un langage script, ce qui lui permet d'être plus rapide au développement, de comporter moins de lignes, c'est-à-dire il y a 50% moins de lignes qu'un autre langage comme Java ou C++. Par contre, il est plus lent à l'exécution. Mais dans notre cas, nous, on ne va pas faire des programmes très compliqués, donc ça ira parfaitement. Il est multiplateforme, il est portable. Donc, il y a différentes versions pour Unix, pour OS, pour Windows, etc. Donc, par exemple, j'ai vu qu'il y a certains étudiants qui ont des Mac et qui m'ont dit que peut-être c'est pas possible d'installer Python sur Mac. Non, c'est pas vrai. Il faut juste trouver, chercher sur Google le tutoriel pour installer sur Mac. D'accord? Moi, pendant le premier TP, je vous ai donné la description comment l'installer sur Windows parce que la majorité des étudiants travaillent plutôt sur Windows. Mais on peut l'installer sur Ubuntu, sur Linux, sur Mac. C'est très facile. D'accord, il faut juste trouver le tutoriel et suivre l'installation. Donc, il est gratuit. Donc, c'est très facile de télécharger. Vous pouvez regarder le site python.org et là, vous choisissez votre système, le système qui est installé sur votre ordinateur et vous faites la bonne installation. Donc, c'est un langage qui est orienté objet, tout comme C ou bien C++, c'est un langage orienté objet. Et pour ceux qui vont faire avec moi programmation pour les sciences S2, on va voir la partie orientée objet. D'accord? Donc, le premier semestre, on apprend les bases et au second semestre, on va voir la partie orientée objet, comment déclarer des classes, l'héritage multiple, surcharge des opérateurs et tout ça. OK? OK, c'est un langage de programmation interprété, c'est-à-dire qu'il est associé à un interpréteur de commandes disponible pour les différentes OS, dans Windows, Linux, Mac, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'avec une invite commande, un CMD ou l'équivalent d'un CMD, vous pouvez lancer du code. D'accord? On va voir dans les slides d'après comment on pourra exécuter ou écrire des codes Python, mais il faut savoir qu'on pourra utiliser un interpréteur de commande pour tous les langages de programmation. Donc, pour les informaticiens, ceux qui ont beaucoup d'expérience, on va écrire plutôt avec des invites commandes au lieu de passer par un Jupyter Notebook ou Spider ou autre. D'accord? Donc, il est extensible, c'est-à-dire au-delà de la multitude de la librairie et de modules qui existent déjà, il est possible d'en développer pour ses propres besoins. Donc, on va voir c'est quoi les librairies, comment importer une librairie, c'est-à-dire c'est simplement du code qui a été développé soit par le langage Python, soit pour avoir des éléments de base, soit par d'autres développeurs. Donc, on pourra simplement réutiliser leur code ou on peut nous-mêmes créer nos propres librairies ou modules qu'on pourra les utiliser lorsqu'on a un grand projet et on a plusieurs parties donc, qui nous permettent de faire un certain nombre de traitements. Par exemple, on pourra écrire du code pour une partie mathématique, on pourra écrire du code pour exécuter un certain nombre de fonctions d'affichage. D'accord. Et après, lorsqu'on va créer une nouvelle application, par exemple web, pour créer un forum, on va simplement appeler, d'accord, les différents modules qu'on a créés précédemment pour pouvoir coder un programme plus complexe en utilisant ces différents modules. D'accord? Donc, on a dit qu'il est modulable. Donc, Python, il permet de séparer les programmes en modules qui peuvent être utilisés dans d'autres programmes Python. D'accord? On va ensuite apprendre comment écrire des fonctions. Donc, c'est des sous-programmes qui peuvent être appelés dans un grand programme. Tous ces sous-programmes, ils peuvent être rassemblés ensemble dans ce qu'on appelle module ou librairie. D'accord? Et ces librairies-là, on pourra simplement les réutiliser dans n'importe quelle nouvelle partie de programmation, dans un nouveau code qu'on va écrire. Le syntaxe est très aisé, donc il permet une initiation aisée au concept de base de la programmation et c'est l'une des raisons pour laquelle on a choisi de
enseigner ce langage de programmation à tous les disciplines dans la faculté des sciences et technologies, même pour des non-programmeurs, pas des informaticiens. Donc, il fait peu d'erreurs. Donc, tout comme Java, Python, il possède un système d'exception qui facilite la gestion des erreurs. Ensuite, on va voir aujourd'hui c'est quoi une erreur en informatique. On va voir aussi c'est quoi une exception. Donc, c'est simplement lorsque vous faites une erreur dans votre code, Python, il peut le détecter facilement et ça permet une bonne gestion des erreurs. D'accord? Donc, Python, il fait la distinction entre les majuscules et les minuscules et il y a un mot technique à tous les langages qui sont capables de distinguer entre les majuscules et les minuscules. On appelle ça du case sensitive. D'accord? C'est-à-dire qu'il est sensible, qui fait la différence. A, B, C en minuscule, c'est pas comme A, B, C en majuscule. Pour lui, pour l'ordinateur, c'est différent. D'accord? Python, il permet aussi de faire des instructions par ligne, comme par exemple R, comme MATLAB. C'est des langages de programmation qui permettent d'exécuter du code en ligne. Oui, Henri. Et on peut aller plus vite parce que nous sommes très en retard. Donc, je ne peux Il pas y a des répondre à langues. toutes les questions. La Dites-moi. plupart des langages, enfin, parce que vous avez dit qu'il y a une distinction entre majuscules et minuscules, mais parce que c'est pas forcément tous les langages qui font cette Oui, distinction. c'est ça. Donc, on a dit que pour pouvoir exécuter du code Python, il y a plusieurs options. D'accord? Donc, par exemple, la première option, c'est d'utiliser un interpréteur. Un interpréteur, c'est en utilisant une invite commande, donc c'est le CMD. On va essayer pendant la séance de TP de vous montrer les différentes quelques options pour pouvoir exécuter du code Python. Donc, vous allez ouvrir une CMD, une invite commande, et vous allez simplement taper Python. Lorsque vous tapez Python, regardez ici dans cette invite commande, lorsque j'ai tapé Python, j'ai ouvert un interpréteur et là, je peux écrire du code Python et le code Python, il sera exécuté. C'est-à-dire, c'est comme j'ai appelé l'environnement de travail Python. Donc là, du moment où j'ai tapé Python entrée, je suis plus dans l'invite commande. Je suis plutôt dans l'environnement Python. D'accord? Donc ça, c'est la première option. D'accord? Pour vous, vous n'allez pas utiliser cette option, mais quand même, il faut savoir, le jour où vous voyez quelqu'un écrire du Python comme ça, vous devez comprendre que ce gars-là, il est bien en train d'écrire du Python, mais c'est une autre façon d'exécuter et d'écrire du code Python. D'accord? Donc ça, c'est la première option pour pouvoir écrire et exécuter des scripts Python. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord. Donc ça, c'est la première option. On a une deuxième option. On va simplement utiliser un éditeur de texte. Dites-moi, par exemple, c'est quoi les éditeurs de texte que vous connaissez? Word, Ouais, LibreOffice, oui. OpenOffice. Ou bien un simple TXT. Donc, Bloc-notes. on va ouvrir un bloc de notes, d'accord? On va écrire du code Python dans ce bloc de notes, d'accord? Mais lorsqu'on va sauvegarder, lorsqu'on va faire enregistrer sous ou bien save as, on va simplement l'enregistrer avec l'extension .py. D'habitude, lorsque vous enregistrez un fichier .txt, ça sera par exemple le nom du fichier, ça sera facture.txt, document.txt. Cette fois-ci, lorsqu'on va l'enregistrer, d'accord, lorsqu'on va faire enregistrer sous, on va l'enregistrer avec un .py. Ça s'appelle .py, .pdf, .txt, .word ou ça s'appelle une extension. Donc, on va simplement enregistrer ce qu'on a écrit avec l'extension .py. On a enregistré avec l'extension .py, on a enregistré un script Python. En fait, chaque fichier qui est sauvegardé dans notre
sur notre ordinateur pour faciliter les choses, il a une extension qui explique c'est quoi le type du fichier. Si c'est un .txt, c'est-à-dire que c'est plutôt du fichier texte. Si c'est un OVF ou une autre extension, c'est du vidéo. Si c'est .mv, je sais pas quoi, c'est plutôt c'est de l'audio. D'accord? Donc, chaque type de fichier, il a une extension qui explique c'est quoi le type de fichier. D'accord? Donc, lorsqu'on va l'enregistrer avec un .py, il est forcément un script Python. D'accord? Lorsque, par exemple, on souhaite sauvegarder un fichier, un script C, son extension, ça sera .c. Lorsqu'on va sauvegarder un fichier C++, il faut que son extension, ça sera .cpp. D'accord? Chaque type de fichier, il a une extension. Les scripts Python, ils ont une extension .py. Donc, par exemple, ici, on a écrit du code Python. On a sauvegardé programme avec l'extension .py. Donc, on pourra exécuter ce script Python parce que c'est un script Python. Donc, dans notre invite de commande, comment on va pouvoir l'exécuter? On va simplement écrire Python et après, on va mettre le chemin d'accès de ce programme .py. Donc ici, par exemple, mon programme .py, il est déjà dans le dossier C2.user Alice Otmani. Donc, je peux l'exécuter. Donc, je fais simplement Python programme.py. Donc, je vais exécuter avec Python programme.py, je vais exécuter ce script. Donc, ce script-là où il y a marqué print hello world, c'est-à-dire on va afficher un message hello world, il va simplement m'afficher hello world. Donc, deuxième option, c'est Python et après chemin d'accès du fichier .py. Est-ce que c'est clair? Vous avez vu dans le premier TP, c'est quoi un chemin d'accès? Ensuite, troisième option, c'est installer ce qu'on appelle un IDE. C'est un environnement de travail intégré. D'accord? Donc, ça, c'est un outil. OK. Donc, au lieu d'utiliser un simple éditeur, on va plutôt installer ce qu'on appelle IDE. Donc, dans tous les langages de programmation, on a la possibilité d'installer des IDE. D'accord? C'est quoi un IDE? Un IDE, c'est un éditeur, c'est une façon d'éditer un grand projet. D'accord? Donc, lorsque, par exemple, vous allez travailler dans votre projet de fin d'études, ou votre stage de licence sur un grand projet de programmation, l'idéal plutôt, c'est, et vous allez développer une application, d'accord? L'idéal plutôt, c'est de partir sur un IDE, un environnement de travail intégré. Donc, par exemple, il y a un certain nombre d'IDE qui sont déjà offerts et proposés sur le marché pour Python. On a par exemple le Visual Studio. Bon, Visual Studio, c'est du Microsoft, mais il offre des IDE pour tous les langages de programmation. On a PyCharm, on a Spider. Donc, il y a une personne qui a posé une question, c'est IFA, il me semble, ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était moi. Non, non, il y a quelqu'un d'autre qui a levé sa main. Bon, ok, c'est pas grave. Donc, c'est quoi la question, vous? Je voulais vous demander, un IDE, c'est un éditeur avec une interface? C'est tout à fait Avec ça. une interface. C'est avec une interface, mais il est beaucoup plus complexe. Ici, regardez, on pourra voir ici, par exemple, un ensemble de dossiers. C'est Python et on voit ici, on a un premier dossier qui s'appelle Convert, un deuxième dossier qui s'appelle Growl, c'est-à-dire qu'ici, ça s'appelle un module et dans ce premier module Convert, il y aura plein de fonctions. Dans le deuxième qui s'appelle Growl, on a plusieurs fonctions. C'est-à-dire ici, on va travailler avec, on va créer plus. C'est un grand projet. C'est pour ça, en fait, lorsqu'on travaille sur un grand projet avec des sous-programmes, des modules, qu'on va créer plusieurs
fonctions, qu'on va les organiser, on pourra appeler des librairies externes, etc. L'idéal, c'est d'utiliser un IDE, d'accord? Donc, ça nous permet ici de voir toutes les fonctions qui existent, de les organiser sous forme de dossier, d'appeler plusieurs librairies. Regardez ici, par exemple, on voit que la version Python utilisée, c'est le 2.6.1. Il y a plein de librairies externes. On a TK, Old, puis Obj. On a plusieurs versions qui ont été utilisées dans ce cadre-là. Donc, c'est l'idéal pour un grand projet. Est-ce que c'est clair? Pour nous, on va utiliser donc la quatrième option qui est un environnement Jupyter. Donc, c'est quoi un environnement Jupyter? C'est un serveur, d'accord? Donc, un serveur est alors activé pour afficher dans votre navigateur par défaut l'interface de l'application web Jupyter. Donc, en fait, on va coder du code sur une interface web. Donc, votre code, il sera affiché dans un navigateur. Il faut savoir que ça, c'est une notion qui est très révolutionnaire en informatique et c'est très récent, d'accord? Et c'est très utilisé surtout par les data scientists. Nous, les data scientists, on utilise beaucoup Jupyter, d'accord? Donc, c'est l'option que nous allons adopter dans ce cours et nous allons apprendre à utiliser cet environnement en TP. Donc, tous les TP sont assurés à l'aide de Jupyter Notebook. Pour quelqu'un d'entre vous, parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait du code et qui ont l'habitude de coder, et même certains bon, il y a quelques étudiants qui connaissent bien Python et qui souhaitent utiliser un autre environnement de travail, vous avez la possibilité. Pour ceux qui viennent de commencer l'apprentissage du langage de programmation, l'idéal, c'est de rester sur Jupyter. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Oui, c'est clair. Madame, il existe d'autres environnements ou il n'y a que Jupyter? Ça s'appelle des environnements. Tout ce que j'ai cité, ça s'appelle des environnements. Par exemple, le EDE, c'est un environnement. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, moi, je conseille tout le monde, c'est un conseil, d'accord? Moi, je conseille tout le monde d'avoir un ordinateur portable, d'accord, pendant les séances de TP et pour pouvoir travailler chez vous la partie programmation. C'est un conseil, chacun il fait ce qu'il veut, mais à mon avis, moi personnellement, parce que j'ai un grand contact avec le marché de travail, je travaille avec beaucoup d'entreprises et je recrute beaucoup des gens et je travaille dans l'intelligence artificielle qui est un domaine très interdisciplinaire. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, on a besoin de la programmation pour tout le monde. D'accord? Les physiciens, les matheux, les biologistes, tout le monde, ils ont besoin, les chimistes aussi, parce qu'on fait beaucoup du high content screening. Donc, on a besoin pratiquement dans toutes les disciplines d'avoir des doubles compétences ou des multi-compétences. Mais l'une des compétences qui est très recherchée aujourd'hui dans le marché du travail, et même ensuite pour ceux qui souhaitent faire un master ou plutôt faire une thèse doctorale, il faut avoir des compétences en programmation. Donc, c'est un conseil que je donne aujourd'hui à tout le monde. Essayez de bien travailler cette matière. D'accord? Parce que vous en aurez besoin dans votre carrière universitaire, dans vos études et après dans votre carrière professionnelle. D'accord? Je ferme la parenthèse. OK, donc on a dit qu'on va voir aujourd'hui les erreurs en Python. Donc, il y a plusieurs types d'erreurs en Python. Le premier type d'erreur, c'est l'erreur de syntaxe. Donc, Python ne peut exécuter un programme que si sa syntaxe est... OK, je dois regarder l'heure. Donc, c'est uniquement si sa syntaxe est parfaitement correcte. D'accord? Lorsqu'on écrit un algorithme et on va l'écrire sur papier, d'accord, on a le droit de ne pas
utiliser exactement les mêmes conventions. On a tout à fait le droit d'oublier, par exemple, un guillemet, parce que en fait, ceux qui sont censés lire cet algorithme, c'est des êtres humains. C'est nous ou notre collègue, le développeur, ou notre collaborateur qui comprend aussi la programmation. Donc, c'est écrit en pseudocode qui est proche aussi du langage humain. D'accord? Mais maintenant, lorsqu'on va écrire du code pour Python, qui est censé être lu par une machine, par un compilateur, dans ce cas-là, lui, il n'est pas capable de comprendre les erreurs. Du moment où il voit qu'il y a une erreur de syntaxe, il va se tromper. Par exemple, nous, si on écrit affiche au lieu de afficher entre deux guillemets un message, notre collègue, il va comprendre qu'on veut dire avec ça par afficher le message suivant. Oui ou non? Normalement, oui. Nos collègues, ils seront capables que simplement on a oublié un R, qu'on a oublié un F, au lieu de mettre affiché avec deux F, on a mis un seul F. Donc, c'est compréhensible, c'est des conventions c'est des conventions qui sont choisies et qui peuvent être, qui sont compréhensibles par des gens qui ont eu la même formation que nous, qui sont les bases en algorithmique, d'accord? Par contre, si on fait la moindre erreur en Python, la machine, elle n'est pas capable de comprendre ça. Parce qu'une machine, c'est une boîte noire qui est bête au final. C'est nous qu'on lui donne l'intelligence pour qu'elle puisse comprendre quelque chose, comme le syntaxe de programmation qui est le syntaxe Python. D'accord? Donc, Python ne peut exécuter un programme que si sa syntaxe est parfaitement correcte. Dans le cas contraire, le processus s'arrête et vous obtenez un message d'erreur. Le terme syntaxe se réfère aux règles que les auteurs du langage ont établies pour la structure du programme. D'accord? Donc, c'est des règles que M. Vance, qui a écrit ce langage de programmation, et ceux qui ont repris le langage, ils ont fait plusieurs versions, ils ont mis ces règles-là. Il faut les accepter et les respecter toutes, parce que si vous ne respectez pas une règle, vous allez avoir une erreur, vous allez avoir un bug, votre programme va se planter et vous ne pouvez pas exécuter votre programme informatique. D'accord? Donc, c'est les erreurs de syntaxe. Si on dit que c'est un print, ça s'écrit P-R-I-N-T pour afficher un message à l'écran, il faut que toujours ça soit comme ça. Il ne faut pas que vous mettez au lieu de I un E ou un S. D'accord? Ça, c'est le premier type, c'est les erreurs de syntaxe. D'accord? Deuxième type, c'est les erreurs sémantiques ou les erreurs logiques. D'accord? Donc, le programme s'exécute parfaitement. Donc, dans ce cas-là, dans le cas où vous faites une erreur sémantique ou bien une erreur logique, il n'y a aucun problème parce que vous n'avez pas fait une erreur de syntaxe. Donc, le compilateur qui est très bête, comme je l'ai expliqué, il ne va pas détecter ce type d'erreur. Il va s'exécuter parce que pour lui, il sait que ça, c'est bon et ça, c'est bon. Il connaît ce mot, il connaît ce mot, il connaît ce qu'il faut faire pour chaque instruction. Mais pour lui, mais le problème, c'est qu'il y a une erreur et le résultat, il ne sera pas celui que vous attendiez. Donc, une instruction ou bien une séquence d'instructions de votre programme ne correspond pas exactement à l'objectif poursuivi. Donc, la sémantique ou bien la logique est incorrecte. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, d'accord? Donc, ici, on a fait un if, else, c'est l'équivalent, c'est le syntaxe Python qui remplace la structure conditionnelle si, sinon. Oui ou non? Donc ici, lorsqu'on a dit si, on va préciser une condition. Si la condition est vérifiée, on va exécuter un certain nombre de traitements. D'accord? Donc ici, dans cette condition, il y a deux versions. La première version à gauche, c'est if A est égal à 0. A égale à 0, on a dit ça, ça veut dire quoi? Le égal,
tout à l'heure qu'on a vu en algorithmique, il veut dire quoi? C'est une affectation, c'est une assignation. D'accord? Donc, if A égale à 0, réellement, qu'est-ce que j'ai fait dans dans l'exemple à gauche? J'ai affecté la valeur 10 à A, alors que normalement, la condition, elle doit retourner quoi? Le si, il doit retourner quoi? A égale à 10. Non, normalement, lorsqu'on fait une structure conditionnelle, la condition, qu'est-ce qu'elle doit retourner, la condition? Sinon, Oui ou non? True ou bien false? C'est-à-dire, c'est une condition. On a dit toujours, il faut vérifier que la condition est validée, vérifier ou pas. Donc, on s'attend à quelque chose à un test. D'accord? On s'attend à une comparaison, par exemple. D'accord? Donc, ici, même si A égale à 10, que c'est correct, mais ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite. Normalement, avec la condition du if, l'interpréteur ou bien le compilateur, il attend à une condition qui sera vérifiée ou pas. Il s'attend à une comparaison. Donc, le deuxième exemple qui est A égale à 10, et avec un égal, c'est un signe de comparaison, c'est correct. Dans ce cas-là, le premier exemple A égale à 10, c'est simplement une affectation. On a affecté à A la valeur 10. A égale 10, c'est une comparaison. On a comparé la valeur de A à 10. Dans le cas où A est égal à 10, on va simplement afficher A égale à 10, else, on va afficher autre chose. Est-ce que c'est clair? On va afficher A est différent de 10. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, ça va. Donc ici, il y a une erreur sémantique. C'est une erreur sémantique ou bien logique. Le if, il attend une condition qui sera vérifiée ou non. Par exemple, une comparaison. Alors que dans le premier exemple, on lui a fait une affectation. Le syntaxe est correct, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça ce qu'on attend. Donc, le code, il sera exécuté, mais il y aura une erreur. C'est une erreur sémantique. Donc, lors de la compilation ou l'équivalent de la compilation dans l'interprétation, il n'y aura aucun problème. Mais après, on peut s'attendre à n'importe quoi dans l'exécution. Ça dépend du compilateur parce que lui, il va pas détecter d'erreur et il va exécuter n'importe quel traitement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, le deuxième type, c'est les erreurs sémantiques ou logiques. On peut aussi avoir un troisième type d'erreur, c'est l'erreur à l'exécution. Donc, le troisième type d'erreur est l'erreur en cours d'exécution, ce qu'on appelle du runtime error. D'accord? Lorsque vous allez avoir des erreurs, il y a en dessous de votre code, vous allez avoir une petite partie où vous allez avoir du texte. Ce texte-là, il va vous afficher des erreurs, donc un message d'erreur pour préciser c'est quoi le type d'erreur. Donc, vous allez voir, par exemple, lorsque vous faites une erreur en exécution, un message où il y a dedans le texte runtime error. D'accord? C'est quoi ce runtime error? C'est lorsque il y a des circonstances particulières se présentent. Par exemple, votre programme essaie de lire un fichier qui n'existe pas. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de chercher ou allouer de l'espace mémoire, alors que vous n'avez pas assez d'espace mémoire. Imaginons que votre mémoire, elle est saturée et vous avez besoin de déclarer une variable qui a besoin de 5000 octets, alors que vous n'avez pas 5000 octets. D'accord? Donc, vous allez avoir du runtime error. OK, Fatou. Oui, dites-moi, Fatou. Donc, il y a Fatou qui a demandé l'autorisation pour parler. Oui, Fatou, on vous entend. Pourquoi je mouche comme ça?
apparemment, c'est une erreur. D'accord? Non, Donc, rien. oui, Rien, donc, rien. c'est pas grave, ok. Donc, avec le temps et avec l'expérience, vous allez apprendre à détecter ces différents types d'erreurs. Donc, l'une des parties de l'apprentissage dans la programmation, c'est bien maîtriser, tu vois, comprendre c'est quoi l'erreur et comprendre comment résoudre l'erreur. D'accord? Donc, ça viendra avec le temps, l'expérience et la pratique. D'accord? Donc, avec euh, ce type d'erreur, en fait, on ne va pas voir un message d'erreur lorsqu'on va exécuter le code, mais le programme, il va se planter. Donc, ces erreurs sont également appelées des exceptions parce qu'elles indiquent généralement qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est produit et qui n'avait pas été prévu. Par exemple, il n'y a aucune erreur de syntaxe dans notre code, d'accord? Mais le programme, il s'est planté. Le programme, il s'est planté parce que normalement, on cherche un fichier qui s'appelle programme.txt ou bien image.bmp. Le programme, il s'est planté simplement parce que, parce que ça n'existe pas une image dans la répertoire qu'on a mis avec le chemin d'accès qu'on a précisé avec ce nom-là. D'accord? Donc, vous allez rencontrer davantage ce type d'erreur lorsque vous programmez des projets de plus en plus volumineux. Donc, peut-être ça, vous pouvez voir ce type d'erreur pour le cours numéro 11 ou 10 où nous allons voir des fichiers. Mais avant ça, étant donné qu'on va faire que des petits programmes, donc peut-être vous n'allez pas voir des erreurs d'exécution. Ça, on le voit plus souvent lorsqu'on va écrire un grand projet. D'accord? OK. Donc là, on va commencer à apprendre comment écrire du code Python. D'accord? Donc, la première chose, c'est les variables. Comment déclarer une variable? C'est quoi les variables en Python? On a vu les variables en algorithmique. D'accord? Lorsqu'on a écrit un algorithme, on a vu qu'un programme informatique, il a besoin d'un ensemble de variables. C'est des outils qui seront utilisés pour réaliser le programme informatique. Donc, une variable, c'est un conteneur d'information qui porte un nom. C'est quoi le nom? On a dit comment s'appelle le nom d'une variable? Identificateur. Identificateur. C'est l'identificateur qu'on va donner à une variable. D'accord? Toute variable, même si vous ne le voyez pas, elle a une adresse mémoire. D'accord? Lorsque vous avez fait A égale à 10, votre ordinateur, il a cherché à l'adresse dièse 24 2000 points d'interrogation de axe A. C'est une adresse MAC, d'accord? Il a trouvé une adresse que vous ne connaissez pas. Donc, il a trouvé une adresse mémoire où il a sauvegardé cette variable. D'accord? Donc, votre variable A qui contient la valeur 10, elle est sauvegardée dans la mémoire de l'ordinateur et elle a une référence. Elle a une référence à une adresse mémoire. D'accord? Vous avez l'avantage avec Python, vous ne travaillez pas beaucoup avec des adresses. Alors que si on travaille avec C ou bien C++, on va travailler plutôt avec des pointeurs qui vont faire le traitement de toutes les données à l'aide de pointeurs ou d'adresses mémoire. Avec Python, c'est beaucoup plus simplifié parce qu'on ne gère pas cette histoire de gestion dynamique de la mémoire. Nous, on travaille avec une gestion statique. C'est-à-dire que pour nous, A égale à 10, on a une variable où on a stocké une variable qui est égale à 10. C'est tout simple, c'est basique, tout va bien. Donc, les noms des variables sont conventionnellement écrits en minuscules. D'accord? C'est une convention. Si vous faites des variables avec des majuscules, il n'y aura aucun souci. Ça sera accepté par Python. Mais les programmeurs ou les développeurs qui font beaucoup de Python, ils ont plutôt l'habitude d'utiliser plutôt des minuscules pour la déclaration, pour les identificateurs des variables. D'accord? Donc, les variables commencent par une lettre ou avec le caractère tiré bas.
un tiret bas, puis éventuellement, on peut rajouter des lettres ou bien des chiffres. D'accord? On a dit que Python, il est case sensitive, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre les minuscules et les majuscules. C'est-à-dire que si vous avez déclaré une variable qui s'appelle âge avec un A majuscule, et après, dans votre code, vous avez essayé d'utiliser une variable âge avec un A minuscule, il y aura un message d'erreur parce que pour lui, ça n'existe pas cette variable. Donc, vous devez faire très attention lorsque vous allez écrire du code pour ne pas faire ce type d'erreur. D'accord? Parce que ça, c'est très fréquent, surtout pour les gens qui commencent à apprendre la programmation. D'accord? Il y a un certain nombre de mots qui sont réservés en Python. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de déclarer des variables avec ces mots réservés en Python. Et on va voir ça, il me semble, dans le dernier slide. Dans le dernier slide de ce cours, on va voir c'est quoi les mots réservés en Python. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de les apprendre toutes par cœur avec un peu d'expérience et d'ici la fin du cours, on va voir une très grande partie de ces mots réservés Python. D'accord? OK, donc là, par exemple, il y a quelques exemples des mots réservés en Python 3. Comme je l'ai expliqué, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur tous ces mots-là. On va voir une grande partie de ces mots-là dans ce cours-là. Sinon, ça viendra, le reste, vous allez le voir avec les expériences pour ceux qui vont coder plus en Python. D'accord? OK, est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont codé dans d'autres langages de programmation? HTML. HTML. D'accord? Juste du HTML, c'est ça? H, mais je sais pas si ça. Oui, Java quelquefois. D'accord, Java quelquefois. Donc, je prends par exemple Java. Dans Java ou bien C++ ou ces langages-là, lorsqu'on déclare une variable, on précise à l'avance c'est quoi son type. D'accord? On va dire au compilateur qu'on a besoin de sauvegarder dans la mémoire assez de cases mémoire pour une variable qui est de type entier. D'accord? Donc, notre compilateur, il va chercher par exemple 10 ou 13 octets pour sauvegarder cette variable qui est de type entier. D'accord? Donc, on précise à l'avance le type de la variable. Et ça s'appelle du typage des variables. D'accord? Ça s'appelle plutôt déclarer le type des variables. D'accord? Python, c'est une exception parce que Python, il fait le typage des variables, c'est-à-dire on ne sommes pas obligés de spécifier à Python, ou plutôt on ne spécifie pas, on ne définit pas le type de variable pour Python. Lui, Python est très intelligent. Lorsqu'on va lui dire n égale à 10, il va savoir que 10, c'est un entier et il va chercher dans la mémoire le nombre d'octets ou de bits pour pouvoir sauvegarder cette variable-là qui va avoir des valeurs entières. D'accord? Donc, il suffit d'assigner ou d'affecter une valeur à un nom d'une variable pour que celle-ci soit automatiquement créée avec le type qui correspond au mieux à la valeur fournie. Donc, par exemple, on écrit n égale à 10. Donc, le compilateur ou bien l'ordinateur, il va sauvegarder dans une variable qui s'appelle n, la valeur égale à 10. On fait MSG égale à bonjour. Donc, il va sauvegarder dans une variable qui s'appelle message, qui va lui donner l'identificateur message. Bonjour. Dans une autre, mais bonjour, elle sera de quel type? Lorsque j'ai écrit MSG égale à entre deux guillemets bonjour, MSG, elle sera de quel type pour Python? Chaîne de Chaîne de caractères. caractères. C'est une chaîne de caractères. Donc, lui, il va sauvegarder, il va trouver assez d'espace mémoire pour stocker des chaînes de caractères. Et pour cet espace mémoire, il va lui donner l'identificateur. Il va nommer que cet espace mémoire, il s'appelle MSG. D'accord? Donc, MSG et les deux types chaîne de caractères.
Ourou égale à 6,5500, blablabla. Donc, Ourou, cette variable, elle sera de quel type? Réel. Ça sera un réel. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a déclaré n égale à 10, ou bien on a affecté à une variable qui s'appelle n la valeur 10, si on souhaite connaître le type d'une variable, donc il y a une instruction Python qui permet de faire ça. Cette instruction Python, c'est type ou bien type. Donc, on va écrire type et entre parenthèses, on va dire le nom de la variable. Donc, si on va écrire type entre parenthèses n, donc Python, il va nous dire que c'est un int. Si on va dire type entre parenthèses MSG, Python, il va nous dire que c'est un string. String, c'est le mot anglais pour dire chaîne de caractères. D'accord? Donc, dans Python, parce que c'est un langage, on va dire, international, ce n'est pas un langage qui est écrit pour des Français et qui sera destiné à être lu que par des Français. Il est écrit plutôt avec des termes en anglais, des mots en anglais, parce que ça parle à plus de monde. D'accord? Donc, lorsqu'on fait type, entre parenthèses, le nom de la variable, on aura le type de la variable. D'accord? Ça sera float, string, int, et on va voir les différents types dans les semaines à venir. D'accord? Donc, dans Python, on aura besoin aussi, lorsqu'on écrit des formules mathématiques ou lorsqu'on fait des comparaisons, on aura besoin d'utiliser des opérateurs. C'est quoi les opérateurs? Les opérateurs, c'est des symboles spéciaux utilisés pour répondre, pour représenter des opérations mathématiques simples, par exemple, telles que l'addition, la multiplication, la division. D'accord? On peut aussi utiliser des opérandes. Les opérandes, c'est des valeurs combinées à l'aide d'opérateurs. Donc, les opérateurs, ils attendent des opérandes de certains types seulement. Par exemple, ici, on a 2 inférieur ou égal à 8. Donc, 2, ça s'appelle, c'est simplement, c'est un opérande. Inférieur ou égal, c'est un opérateur. 8, c'est une opérande. Donc, dans cette formule mathématique, on utilise des opérateurs et des opérandes. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Oui, oui. Donc, ces opérandes-là, ici, c'était des entiers. On peut aussi utiliser des variables, par exemple A inférieur ou égal à B. Lorsqu'on souhaite faire des comparaisons, comme avec la structure conditionnelle if pour Python, qu'on va l'étudier dans le cours la semaine à venir, il me semble, on va voir avec if, on va tester une condition. Est-ce que vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? Donc, lorsqu'on va tester une condition, cette condition qui sera testée, elle va se baser plutôt sur un if avec la condition, et dans la condition, on va utiliser des opérandes et des opérateurs de comparaison. Donc, les opérateurs Python ne sont pas seulement les 4 opérateurs mathématiques de base. Donc, il faut ajouter à ça l'opérateur étoile, étoile pour l'exponentielle. Il faut ajouter les opérateurs logiques qui vont être utilisés surtout lorsqu'on veut faire des tests avec des boucles. On pourra aussi utiliser des opérateurs agissant sur des chaînes de caractères, des opérateurs qui vont effectuer des tests d'identité ou d'appartenance. Est-ce que c'est clair? Donc, je finis avec ce dernier slide parce qu'après, ça sera le cours pour le groupe d'après. Donc, on a 2 valeurs qui sont possibles. On peut aussi utiliser des expressions booléennes. Donc, les expressions booléennes, c'est tout ce qu'on a appelé vrai et faux dans la partie algorithmique. Donc, ces expressions booléennes, leur traduction en Python, c'est avec des false et des true. D'accord? Donc, on a 2 valeurs possibles pour les expressions booléennes, c'est false ou bien true. Donc, par exemple, lorsque je fais 2 supérieur à 8, qu'est-ce que j'aurai comme valeur Python? Qu'est-ce qui va me retourner comme valeur?
Est-ce que 2 est vraiment supérieur à 8? Non. Non, donc j'aurai un false. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 8 et 8, à son tour, elle est inférieure à 15? Ça, c'est vrai. C'est vrai, donc j'aurai un trou. D'accord? Donc, on aura besoin dans plusieurs tests à utiliser des opérateurs logiques avec un NOT, un OR, un AND, tout ça. OK, je vais m'arrêter là-dessus. On va reprendre demain à partir de ce slide. D'accord? Donc, pour le deuxième groupe, je prends une pause de quelques minutes et donc on va reprendre à 9h31. D'accord? Donc, pour le premier groupe, c'est bon et merci beaucoup. On se retrouve demain. Bonne journée, madame. Au revoir. Est-ce que ce serait possible de mettre Merci, le diapo au sur revoir. Excel Oui, Au oui, revoir. pour compléter nos notes Merci, au revoir. d'aujourd'hui oui, d'accord. avant le cours de demain? Oui, Au revoir. à demain. Au revoir. Au revoir. Bon, je vais m'arrêter un peu.